Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'actualité sur les DM. Allez, c'est parti pour l'actu. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La première info concerne une étude parue dans le journal Circulation et qui concerne les systèmes d'occlusion de l'appendice auriculaire gauche. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, au niveau de l'oreillette gauche du cœur se trouve une sorte de petite cavité qui forme un cul-de-sac qu'on appelle l'appendice auriculaire gauche. C'est un reliquat de notre vie fœtale et qui n'a a priori pas de fonction particulière. Chez les patients atteints de fibrillation atriale, c'est une forme de tachycardie qui touche les oreillettes, il y a un risque de formation au niveau de cet appendice auriculaire d'un caillot, d'un thrombus. Ce thrombus peut migrer dans la circulation générale et obstruer une artère causant une complication thromboembolique comme un AVC par exemple. Ceci explique pourquoi on met de façon préventive les patients atteints de fibrillation atriale sous anticoagulants. C'est pour éviter la formation d'un thrombus. Oui, mais voilà, chez les patients qui pour une raison ou pour une autre ne peuvent pas prendre d'anticoagulants, il faut pouvoir leur proposer autre chose. C'est l'intérêt de ces systèmes d'occlusion de l'appendice auriculaire gauche. En effet, si on bouche la cavité dans laquelle se forment les thrombus, ils ne peuvent plus en sortir et aller causer des dégâts dans la circulation générale. Donc comment ça marche ? On va utiliser un cathéter pour aller déployer une sorte de petit parapluie qui va venir boucher l'entrée de l'appendice auriculaire. C'est une intervention qui se fait sous radioscopie, donc par voie percutanée, donc ce n'est pas un acte chirurgical en tant que tel. L'étude dont je veux vous parler aujourd'hui a comparé les deux principaux DM disponibles sur le marché, donc qui permettent d'obstruer cet appendice auriculaire, et vous allez voir, ils ont des petits noms charmants, c'est l'amulette et le Watchman. Alors l'étude s'appelle Swiss Apéro, car elle est suisse et probablement menée par des gens qui aiment prendre l'apéritif. En tout cas, on espère que ça se passe après l'intervention et pas avant. Cette étude est une étude randomisée, contrôlée, qui a été effectuée chez 221 patients, dont la moitié environ ont été traités avec l'amulette et l'autre moitié avec le Watchman. Alors le suivi était assez court puisque les patients ont été suivis pendant 45 jours après l'implantation. Donc c'était un choix délibéré car cela correspond au temps théorique nécessaire pour que l'obstruction soit considérée comme effective. On va voir que justement l'étude a montré que c'était pas le cas. Les résultats sont assez intéressants pour deux raisons. Donc tout d'abord pour ce que je vous avais dit, que les auteurs ont constaté que l'occlusion n'est pas vraiment encore totale après 45 jours, donc ça c'était une information importante, et que ça c'est vrai avec les deux dispositifs, ils ont constaté que ça pouvait encore fuir, et notamment par des mécanismes différents selon le DM. Par exemple, avec le Watchman, cela fuit de part et d'autre du DM, tandis qu'avec l'amulette, les fuites proviennent le plus souvent du DM lui-même, à travers le DM si vous préférez. Ils ont aussi montré que les complications liées à l'intervention étaient plus fréquentes avec l'amulette, avec des hémorragies post-opératoires notamment. En revanche, ils n'ont pas montré de différence significative en matière d'efficacité clinique, mais je vous le rappelle, le suivi était à 45 jours, donc c'est difficile d'en tirer des grandes conclusions. Alors pourquoi je trouve que cette étude est particulièrement intéressante et pourquoi je vous en parle ? Déjà parce que c'est assez rare d'avoir une étude entre deux dispositifs médicaux de cette qualité méthodologique et surtout une étude qui les compare de façon aussi directe. Ensuite, c'est une source d'information qui me semble très importante pour les cardiologues parce qu'ils peuvent dorénavant choisir en connaissance de cause le DM le plus adapté pour leurs patients. Autre point qui me semble intéressant aussi, c'est qu'on en sait maintenant un peu plus sur la manière dont ces dispositifs obstruent l'appendice auriculaire gauche et selon quelle dynamique. Ainsi, on en déduit qu'il faut peut-être aller bien au-delà des 45 premiers jours en matière de surveillance de ces patients parce que, comme on l'a vu, l'effet du DMI n'est pas total à partir de 45 jours. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller lire plus en détail cette étude dont vous trouverez les références dans les notes de cet épisode. Le deuxième info nous fait rester dans le domaine de la cardiologie et concerne une étude qui a comparé d'une part l'ablation des foyers arythmiques avec un traitement médicamenteux dans la prise en charge des tachycardies ventriculaires symptomatiques. Alors la tachycardie ventriculaire, c'est quand les ventricules se contractent trop vite, et ça peut aller jusqu'à la mort subite si ce n'est pas contrôlé.
Quand les patients ont un risque de mort subite, on peut leur implanter un défibrillateur cardiaque, je vous renvoie à l'épisode de la saison 1 sur ce sujet, qui délivre un choc donc en cas de tachycardie ventriculaire ou en cas de fibrillation ventriculaire. Alors les chocs, c'est douloureux, donc on essaye de faire en sorte que les patients, même appareillés, n'aient pas trop souvent de tachycardie ventriculaire dans l'absolu, histoire aussi d'économiser la pile et de ne pas faire fonctionner le défibrillateur trop souvent. Alors pour cela, 2 solutions qui fonctionnent bien, soit on donne des médicaments antiarythmiques, soit on fait une ablation du foyer arythmique avec un cathéter spécial. Alors ce cathéter, on l'introduit donc par voie percutanée, encore et toujours. On va remonter donc jusque dans le cœur et là, on va venir brûler, neutraliser les cellules du myocarde qui se contractent n'importe comment et qui constituent ce foyer de cellules rebelles, disons, qui ne suivent pas la belle chorégraphie cardiaque. C'est un cathéter donc spécial, comme je vous le dis, qui permet de faire ce qu'on appelle de l'ablation thermique, mais aussi de la cryoablation qui existe, donc par le froid, donc l'ablation thermique c'est par le chaud, bref, je ne rentre pas trop dans les détails. L'étude, qui est une étude espagnole et dont je voudrais vous parler aujourd'hui, a cherché à comparer les 2 approches, d'une part l'ablation et le traitement médicamenteux. Elle a regroupé 144 patients souffrant de cardiomyopathie ischémique porteurs d'un défibrillateur qui ont été randomisés entre ablation d'une part et prise d'un médicament antiarythmique d'autre part. Le critère d'efficacité était un critère qu'on appelle composite, c'est-à-dire qui regroupait plusieurs aspects, le risque de décès cardiovasculaire, les risques de choc, les risques d'hospitalisation non planifiée pour aggravation de l'insuffisance cardiaque ou encore de complications liées au traitement. Ce critère composite a concerné 28,2% des patients traités par l'ablation et 46,6% des patients traités avec les médicaments antiarythmiques. Donc un risque global avec l'ablation diminué de 48%. A noter que la mortalité était la même dans les 2 groupes. Par conséquent, cette étude suggère que l'ablation par cathéter devrait être envisagée prioritairement avant de prendre les médicaments antiarythmiques comme stratégie de traitement chez les patients ayant une cardiomyopathie ischémique et une arythmie ventriculaire. Donc en somme, vive les DM. La 3e et dernière info concerne la publication au journal officiel de l'ordonnance adaptant le droit français au nouveau règlement européen. Alors je vous en avais déjà parlé dans un précédent épisode, et bien ça y est, cette fameuse ordonnance est sortie. Bien qu'un règlement européen s'applique directement, sans transposition dans le droit de l'État membre, il faut quand même faire un peu de place, un peu de ménage dans le code de la santé publique pour qu'il n'y ait pas d'incohérence avec le nouveau règlement. Cette ordonnance est là pour cela, et je ne vais pas vous citer toutes les modifications qu'elle porte, mais bon, on citera en vrac le fait qu'elle introduit la nouvelle définition d'EDM, des modifications concernant les investigations cliniques, enfin bref, plein d'ajustements que je vous invite à aller découvrir en suivant le lien de ce texte dans les notes de cet épisode. En résumé, l'étude Swiss Apéro nous en dit plus sur 2 systèmes d'occlusion de l'appendice auriculaire gauche et leur mode d'action. Chez les patients à risque de tachycardie ventriculaire et porteurs d'un défibrillateur, par rapport aux médicaments, on fait mieux avec l'ablation. L'ordonnance adaptant le droit français au nouveau règlement européen a été publiée et est porteuse de beaucoup de modifications. Si vous souhaitez creuser ces sujets, je vous invite à aller consulter toutes les notes de cet épisode. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur YouTube et une poignée d'étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.